Salut à tous, c'est NT. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode du Yu-Gi Show de cette saison. J'ai été accompagné pendant toutes ces émissions par Jacques-Yves. Tu as été notre expert et tu seras encore notre expert pour cette émission. On va voir pas mal de cartes, on va voir évolution des pendules et bataille des légendes. Tu nous présenteras tout ça. On va également parler championnat de France, championnat d'Europe, on va parler des Triple Worlds. Et vous l'avez vu, vous l'avez sûrement remarqué, on a à côté de nous un invité de marque pour cette dernière émission. C'est William, que vous connaissez peut-être mieux sous le pseudo de Doc7. Et donc du coup, on fera une petite interview puisque tu nous as révélé un petit peu, il n'y a pas longtemps, ton fanatisme pour les cartes Yu-Gi-Oh! Et le mot est faible. Et le mot est faible. On répondra également à une question du jour. Et puis, c'est parti pour ce dernier Yu-Gi Show de la saison. On commence donc avec la présentation des cartes. On va parler aujourd'hui de évolution des pendules et bataille des légendes. Ouais. Tu vas nous présenter un petit peu les cartes que tu as sélectionnées. Certaines ont été rééditées, certaines amènent des changements dans le jeu. Du coup, je te laisse nous présenter. Tu commences avec quelle édition? Alors je vais commencer avec Évolution des pendules. Ouais. On va avoir retrouvé dans cette édition quelques rééditions. Alors déjà, on va retrouver les Zefra, qui est une famille de monstres qu'on avait découvert dans l'édition Âme croisée. Ok. Ces anciennes cartes, donc du coup, sont assez intéressantes à redécouvrir et à récupérer de nouveau parce qu'elles étaient assez difficilement obtenables parce qu'elles étaient sorties dans des sets où les raretés n'étaient pas les mêmes. Ok. Donc là, on retrouve l'archétype Zefra qui est assez intéressant à jouer. Donc plutôt une bonne nouvelle finalement que ça a été réédité. Oui, c'est plutôt sympathique pour les joueurs parce que ça va nous permettre d'aller rejouer ce deck qui est un mélange en fait de plein d'archétypes différents de l'époque 2015. Après, on va retrouver quelque chose de très sympathique pour les joueurs. C'est la réédition du Monoelite Clifford, qui est une carte qui n'avait pas eu de réédition jusqu'alors, qui était une carte secrète et qu'on va pouvoir ici récupérer dans une rareté moindre. Et ça va être vraiment intéressant pour les joueurs. Et après, on va découvrir des rééditions des cartes autour des decks Potartiste et Magicien. Ouais. Voilà, avec l'appel pendule et le Potartiste Crâne-Crobat Harlequin. À savoir que l'appel pendule vient d'être récemment délimité. Ok. Voilà, donc on peut la rejouer de nouveau à 3. Au moment de sa sortie, ce deck-là, c'était dans les maîtres des pendules, était très très fort. Et donc du coup, Konami avait été obligé d'interagir très rapidement pour limiter la puissance de ce deck-là. D'accord. Ce qui va me permettre d'enchaîner avec les cartes suivantes. Donc on va retrouver plein de nouvelles cartes de magicien, pour l'archétype magicien, qui va nous permettre de nouvelles choses très intéressantes pour simplifier l'invocation de certains monstres d'extra deck, notamment Zark. Donc ici en fait on va retrouver ces 4 monstres ici qui sont, en plus d'être des magiciens pendules, ils sont traités comme des dragons. Ici pendule, ici c'est un dragon Xyz, un dragon fusion et un dragon synchro. D'accord. Qui va nous faciliter en fait, via les effets des sorciers astrographes et chronographes, l'invocation de Zedark, voilà, le fameux dragon Zedark, qui est sur cette magnifique affiche. Ok. Voilà. Donc ça va nous faciliter son invocation en fait. Donc on va retrouver plein de choses pour les magiciens qui tournent autour du deck magicien avec de nouvelles magies pièges et aussi un nouvel Xyz pour sortir plus rapidement ses combos. C'est un deck très intéressant. D'accord. Donc encore une fois, beaucoup de synergie entre toutes les cartes. Oui, beaucoup de synergie pour faire de l'invocation Xyz, synchro, fusion en même temps et de l'invocation pendule. Voilà, donc c'est vraiment un très très bon deck que je conseille aux joueurs. Nous allons présenter les cartes de Bataille de légende, Vengeance de la lumière. Ok. Donc moi, une des cartes qui m'a le plus interloqué à l'ouverture de cette édition, ça va être la sorcière de la forêt noire. Alors il me semble que je la connais. Je pense que tu peux la connaître. Ouais. C'est une des cartes classiques des premières éditions. Ok, c'est pour ça. Comme Sangan, elle a eu son texte qui a été changé, qui nous empêchera d'activer la carte qu'on va chercher grâce à la sorcière de la forêt noire durant le tour où on va la chercher. Donc elle a été bannie et du coup ça permet de la débannir. Actuellement, elle est encore bannie. Ok. Mais effectivement, je pense que d'ici la prochaine banlist, nous la verrons débannie parce qu'elle a son texte qui a été changé pour éviter, pour la nerfer, voilà, pour la nerfer, pour qu'elle soit un peu moins craquée dans le jeu.
Donc ça, moi, c'est une belle découverte, de se dire que je pourrais rejouer la sorcière de la forêt noire, comme quand j'étais jeune. C'est cool. Alors d'autres petites choses qu'on peut redécouvrir ici, ça va être de nouveaux monstres Seigneur du Temps. Alors qu'il y a un archétype à chaque fois de monstres de très haut niveau, mais qu'on peut invoquer sans sacrifice sur notre terrain, si on n'a pas de monstres. D'accord. Qui seront à chaque fois renvoyés dans notre deck durant notre prochaine stand-by phase, et qui ont des effets lorsqu'ils sont attaqués, ou lorsqu'ils attaquent. Ok. Voilà. On ne prend pas de dommages, mais ça va avoir un effet néfaste sur le terrain de l'adversaire, soit de détruire ses magies pièges, lui renvoyer en main, lui détruire des monstres. Voilà. Ok. Donc ça, c'est quelque chose d'un très vieil archétype qu'on redécouvre ici. On va retrouver aussi de nouveaux monstres aux fusions. Donc on va retrouver des monstres pour Hérovision et Héros de la Destinée, mais aussi on va redécouvrir dans cette édition de nouveaux monstres bêtes gladiateurs qu'on va pouvoir revoir, probablement revenir prochainement, parce que c'est une mécanique de fusion assez intéressante où on mélange les monstres matériaux dans le deck, et une fois qu'en général le monstre de fusion a attaqué, il permet de réinvoquer des monstres bêtes gladiateurs de notre deck sur notre terrain. Ok. Donc après, une autre bonne petite découverte, ça va être les nouveaux ninjas du crépuscule, où là on découvre des monstres pendules qui s'ajoutent aux archétypes ninja, ce qui va nous permettre de faciliter les invocations des monstres ninja, et sûrement je pense de faire un très très bon deck anti-méta grâce à ça, parce qu'on va faciliter vraiment les invocations de ces ninjas. Par la suite, de nouveaux monstres encore pour les monstres du héros, donc dans la famille des potartistes, des magiciens et des yeux impairs. Alors moi, un de ceux que je retiens le plus, ça va être celui-ci, qui est le synchronique aux yeux impairs, qui est à la fois un monstre, comme on peut le voir, magicien, pendule, synthoniseur effet. Donc on connaît déjà des monstres pendule, synthoniseur, mais celui-ci a une particularité qui me plaît bien et que moi je vais l'intégrer très rapidement dans un de mes decks, c'est que c'est un yeux impair. Donc il va pouvoir être tutorisable via la magie Iris Céleste. Ok. Voilà. Donc on pourra aller le chercher rapidement dans notre deck pour faciliter nos invocations synchro. Surtout qu'il a aussi la possibilité d'invoquer un monstre qui est dans notre zone pendule pour faire une invocation synchro directement après. Ok, oui, donc plutôt utile. Ouais. Donc il va permettre vraiment de faire pas mal de combos assez intéressantes que j'ai hâte de voir. Toujours dans la famille des yeux impairs, un nouveau monstre fusion pendule. Le dragon venin aux yeux impairs. C'est un mélange entre le dragon pendule aux yeux impairs et le monstre dragon venin fusion affamé. Ok. Voilà. Et de toute façon, il faudra, comme on le voit ici, un monstre venin affamé et un monstre yeux impairs pour pouvoir invoquer celui-ci. On va découvrir, hors l'archétype du héros, deux autres monstres qui sont à la fois pendule et Xyz et pendule et synchro. Les DDD. Donc les DDD, qui sont de l'archétype des DD, joués par des clans. Donc ça va être très, très intéressant aussi parce qu'ils nous permettent de nouvelles combos avec le deck de structure DD qu'on a présenté en début d'année, voilà, et où on a vu plusieurs cartes qui venaient compléter l'archétype au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très sympathique, je pense, pour l'archétype, et ça va nous permettre de faire des choses plutôt sympathiques. Cool. Je pense. Et dernière carte. Et la dernière carte, je pense, Je sais qu'elle te tient à cœur, celle-là. Ah, elle me tient à cœur, je pense qu'elle tient surtout à cœur pas mal aux joueurs compétitifs qui l'attendaient énormément dans cette édition. Donc ici, on a Minerva, la glorifiée Seigneur Lumière. Ok. Qui est un monstre Xyz de la famille des Seigneurs Lumière, qui était assez attendu parce que cette carte-là, actuellement, n'existait qu'en carte prize card, donc des cartes qu'on pouvait gagner sur des gros tournois comme les YCS ou les nationaux. Donc des cartes très très rares. Donc ces cartes-là, en début, d'un certain moment de la saison, a pu valoir entre 1000 et 2000 euros. Et là, on va avoir l'accès très facilement pour n'importe qui de cette carte-là. Et pouvoir, pour beaucoup qui adorent ce deck Seigneur Lumière, l'ajouter à son deck. Sans avoir à dépenser voilà, des milliers d'euros. Voilà. On s'achète un petit display et on va trouver notre Minerva. Enfin, il faut encore avoir la chance de tirer cette carte. Il faut croire en l'âme des cartes. Bien sûr, toujours. Eh bien écoute, merci pour cette présentation des cartes. Quelque chose à ajouter ? Non, je pense que là, on a fait un peu le tour de pas mal de belles choses, vraiment dans ces deux extensions, de choses qui vont être vraiment importantes à regarder pour le méta qui arrive. Moi, je suis toujours aussi fan des potartistes. J'adore leur design. Je les trouve super cool. Et donc, du coup, c'est cool. Ils me rappellent un peu les monstres Toon. Et
dans la façon dont ils sont dessinés et tout, donc j'aime beaucoup. Ils sont toujours très très amusants, et voilà. Mais moi, comme je le dis, celui-là va vraiment me plaire à jouer. Celui-là aussi m'intrigue et va être, je pense, assez intéressant à essayer. Eh ben écoute, on verra ça de toute façon dans les semaines et mois à venir. Et puis nous maintenant, on va passer à l'agenda des événements. C'est l'heure maintenant de faire le point sur les championnats qui se sont terminés dans les mois précédents. Il y a eu le championnat de France et le championnat d'Europe. Qu'est-ce qui s'est passé au championnat de France? Alors au championnat de France, on a eu plusieurs vainqueurs. Ok. Nous on peut parler. Alors on a eu déjà notre champion de France, Ouais. alors qui est Jonathan Fradet, Ouais. qui avait déjà gagné la finale de LLDS l'année dernière. Cool. Donc ça fait un petit peu un double titre pour lui en France cette année. Parfait. Après, on a eu le Dragon Duel. Le Dragon Duel, donc les moins de 13 ans. Les moins de 13 ans, donc, dont certains nous suivent, parce que j'ai pu en rencontrer durant le Dragon Duel. Bon, coucou à vous. Qui aiment notre émission. Et c'est monsieur Léonard Séché, Ok. qui a remporté cette année la victoire et qui a pu se rendre au championnat d'Europe, comme Jonathan Fradet. Et bah du coup, championnat d'Europe, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'était championnat d'Europe, c'était fin juin. Fin juin, effectivement. Et alors, au championnat d'Europe, malheureusement, alors on avait des espoirs, on avait quand même plusieurs espoirs au niveau français sur ce championnat. Mais ils sont pas arrivés au bout. On avait quand même monsieur Fradet qui avait un potentiel de victoire, étant donné qu'il avait quand même eu déjà 2 titres, qu'il remporte quand même régulièrement des tops sur les WCQ régionaux. Malheureusement, il n'a pas pu atteindre le top 64. Ok. Il n'a pas pu jouer ce top 64. On avait aussi un espoir sur Samir Bachar, qu'on avait invité durant la première émission, étant donné que c'était l'actuel champion d'Europe. Okay. Donc on espérait que peut-être il fasse un doublé. Il a fait quel résultat? Malheureusement, pour lui, il a perdu la dernière ronde le jour 2 et il n'a pas pu rentrer dans le top 64. Ok, donc ils ont tous été éliminés aux portes. C'est ça, aux portes de la victoire, ce qui est un peu triste parce que Jonathan, comme Samir, était au coude à coude par rapport à la mise en place des points qualifiants pour aller au World. Mm-hmm. Et que du coup, l'un comme l'autre n'étant pas rentré dans le top 64, c'est un 3e joueur français qui était dans cette liste, qui ira, ça sera monsieur Maxime Abrion, qui pourra avoir la chance d'aller au championnat du monde pour défendre la France. Mm-hmm. Donc on lui souhaite de tout cœur qu'il réussisse sur les championnats du monde. Et le vainqueur de ces championnats d'Europe, voilà, c'est monsieur Marcelo Barberi, donc un joueur italien. Dont on a qui est venu jouer chez nous en France cette année pour le championnat de France, parce qu'il travaillait dans l'équipe technique sur le championnat d'Italie. Et voilà, et c'est lui qui a remporté après 17 victoires en match d'affilée ce championnat, ce titre. Voilà. Donc il l'a mérité quand même. Il l'a mérité. Voilà. Dommage, ça ne sera pas pour les Français cette fois-ci, mais qui sait l'année prochaine. Peut-être l'année prochaine, on aura aussi un Dragon Duelist qui retournera aussi au World. Ce serait bien, Cette année, malheureusement, nos Dragon Duelistes francophones, que ce soit monsieur Léonard Séché ou monsieur Balthazar, qui était notre champion belge, qui nous suivent aussi en Belgique, ils n'ont pas pu aller sur le top. On verra l'année prochaine. On verra qui. Et on suivra ça en tout cas. On suivra ça. Et il y a un autre événement là qui arrive du coup en août, c'est les Triple Worlds. Alors comme son nom l'indique, c'est 3 Worlds en même temps. C'est ça. Il y a les Worlds classiques, le Dragon Duel, et il y a cette année... Ça va être une avant-première, ça va être le premier championnat du monde dans cette catégorie, qu'on n'avait pas encore précédemment, parce que c'est tout frais. C'est sur le Duel Link, l'application smartphone, que je pense beaucoup d'entre vous jouent à la maison. Comme moi. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant de voir des combats compétitifs sur ce jeu. On va voir un petit peu effectivement comment ça se passe. On espère que ça se passe bien pour eux. Bien sûr. Mais je pense que ça peut être très intéressant comme format de faire un championnat du monde sur ce format. En tout cas, on suivra ça. Tu as les dates ? Alors ça sera le 12 et 13 août. D'accord. Voilà, ça sera cette année au Japon. D'accord, très bien. Ouais. Donc du coup, on va suivre ça avec assiduité. On pourra suivre ça sur le Twitch de Konami, comme d'habitude. Super. Depuis yu-gi-oh-card.com. Ouais, pas besoin de se déplacer au Japon. Après, on peut s'y déplacer aussi si on a envie de manger les meilleurs sushis et puis d'assister à de très très beaux combats. Bien entendu, bien entendu. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe à l'interview de notre invité qui est Doc7.
On se retrouve donc avec notre invité du jour, William, plus connu sous le nom de Doc7. Doc7. Comment ça va? Ça va super et toi? Eh ben écoute, c'est un plaisir de t'accueillir. Je regarde à la base tes vidéos hors Yu-Gi-Oh! Et puis quand j'ai vu que tu faisais justement des vidéos sur Yu-Gi-Oh! Ben c'est cool qu'on ait pu t'inviter. Carrément. Et t'es un fan en fait de la première heure, un peu comme moi, et t'as une collection de malades. Je vois que t'as ramené des classeurs, on verra ça peut-être après. Mais déjà, première question, quand est-ce que t'as connu Yu-Gi-Oh! Tout comme la majorité, je pense, des gens de notre génération, hein, si en regardant le dessin animé, je me souviens que c'était à l'époque où les cartes n'existaient même pas encore au Japon. Comme tout le monde, on a dessiné les cartes sur du C'est papier, ça, on ouais. les a découpées. Moi je les imprimais, je me rappelle, et je les Ah toi, collais tu sur les du carton. imprimais? Ouais. Ah non, moi je les J'avais dessinais. un budget encre et papier. Ouais. Je suis passé par ce stade-là après, ouais. Tu nous avais un peu caché que tu aimais Yu-Gi-Oh! Enfin, t'en parlais pas forcément. Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire une vidéo, pour montrer ta collection de cartes Yu-Gi-Oh! Sur ma chaîne, je peux pas trop parler de mes passions en général, tu vois, c'est une chaîne un peu... C'est pour ça que t'as voulu créer une Voilà, deuxième chaîne, exactement. Et au bout d'un moment, je me suis dit, je vais quand même créer une deuxième chaîne, parler un peu des passions, que ce soit les jeux vidéo. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant essayer de ressortir les cartes. Ça faisait quelques années que les classeurs dormaient dans des cartons. Ouais, donc c'est cool. Et Donc c'est ouais, des- donc c'est carrément. des, c'est des éditions 1, des premières extensions. Mais moi, tu sais, j'ai arrêté il y a 5 ans, donc Ouais. j'ai connu vite fait les Xyz quand ça sortait. Mhm. Là, je débarque depuis 3 mois, je vois les pendules, les trucs comme ça, bientôt les liens. Je nage un peu, mais c'est que du bonheur, tu vois. Est-ce que tu aurais envie de nous montrer quelques-unes de tes cartes préférées que tu nous as ramenées? Ouais, bah écoute, là, on a 4 extensions différentes. Ouais. Donc c'est pas l'intégralité de ta collection, Non, t'en pas as, du t'en tout, as- des t'en as bien classeurs plus. comme Hein. ça. Bah, en fait, ça, ce sont les 4 classeurs des 4 premières extensions qui sont sorties en français, Ok, tout simplement. Donc ça, c'est la toute première extension, qui Ouais. s'appelle La légende du dragon blanc aux yeux bleus, ok, ouais, bien sûr. avec forcément le dragon blanc aux yeux bleus. Hein. Donc ça, c'est celle que tu as montrée en vidéo, Ça, c'est c'est l'extension que j'ai montrée en vidéo. Il y a la vidéo complète, carte par carte. c'est ça. Et avec des cartes, mais vraiment emblématiques du dessin animé là-dedans. C'est Ouais, bah regarde, si tu vas directement à la fin, à la t'as, fin. Non, on a Exodia. forcément. T'as forcément Exodia. Mais je suis content parce que après avoir discuté un petit peu avec Jackie, j'ai l'impression que c'est un format qui revient un petit peu de temps en temps. Il y a moyen de s'éclater en combinant un deck Exodia avec des nouvelles cartes. Il y a moyen de. Ah, c'est intéressant du coup. Ouais. Ouais. Tu peux ramener des trucs un peu nostalgiques avec des combos Mais de plus en maintenant. plus, Et... j'ai l'impression. Tu sais, surtout avec les liens là qui vont arriver, Ouais. on va pouvoir ressortir des. C'est le moment justement d'aller fouiller dans les vieilles extensions parce qu'il y a des petits effets qui peuvent être sympas à combiner. Et comme nous disait Jacques-Yves, c'est vrai qu'avec les monstres pendules, on a la possibilité d'invoquer pas mal de monstres en fonction de leur niveau. Ouais, Et carrément. c'est Bah, une en mécanique- fait, ça révolutionne tout le système d'invocation, quoi. C'est ça. Par exemple, tu as des vieux monstres que tu pourrais maintenant invoquer théoriquement, mais il n'y a pas trop d'intérêt. Et par exemple, tu vois, en Metal Raider, dans cette extension, tu as le fameux gardien de la porte, Ouais, bien sûr. qu'on voit pareil sur l'île des duellistes. Lui, pour l'invoquer, il faut les 3 petits dieux, Kazejin, Suijin et Sanga du tonnerre. Ouais. Et eux, pour les invoquer, c'est super compliqué. Donc, pour invoquer le gardien de la porte, c'est encore plus compliqué. Mhm. Avec les pendules, je veux dire, eux, tu les as assez facilement. Tu peux les invoquer dans le même tour, c'est Ouais. c'est fou. Et t'imagines, ce serait quand même la première fois qu'on arrive à jouer en duel le gardien de la porte. Bon, ce serait cool, ouais, quelqu'un qui gagne un championnat de France ou quelque chose dans le genre avec ça. ouais, j'y crois pas trop parce que au final, il a juste une grosse attaque, il a Ouais. pas un effet, mais c'est surtout, c'est trop stylé, quoi. Ouais, c'est stylé. Et d'ailleurs, tu vois, cette extension, ça a été Ouais. la première où il y a vraiment eu un système où les pièges étaient intéressants, tu vois, avec le fameux jugement solennel, avec le brouilleur de piège, avec cet outil du bandit qui, lui, Ouais, t'annule bien un sûr. piège, justement. Et bien évidemment, la première force de miroir qui est sortie. Ah, force de miroir, mais oui. Ça, c'est la première extension où tu pouvais la trouver. Donc voilà, ça c'est une extension moi, qui me tient à cœur parce que justement, pour moi, c'est là où t'as vraiment c'est de la stratégie qui démarre. Tu vois. Ah, j'adorais celui-là, le renoncer au milieu. Ah ouais, ça c'est compliqué quand même. Ah, j'imagine, ouais. Ouais, mais Tu vois, mais peut-être que maintenant, avec les nouveaux combos, ce genre de carte peut être joué. peut-être. Et ça, c'est le classeur où il y a les fameux toons. Les fameux toons. Voilà. Bah, Jacques-Yves nous montrait son deck préféré qu'il adore jouer, et dedans il y a des toons justement. Bah ouais, je le comprends. Ah ouais, c'est vrai que carrément. c'est fun quand même à jouer. C'est une petite partie de ta collection. Ouais. Et j'imagine qu'on te verra les présenter plus en détail sur Exactement. sur ta nouvelle chaîne, dont on mettra le lien bien entendu dans la description et également en fiche. Jamais tu n'as fait de tournoi, Si. même entre potes. En fait, si. Ouais, si. J'ai fait un YCS à l'époque. Oh. Quand il était à Paris, avec un deck Meule.
où je faisais piocher mon adversaire avec une morphojare qui est D'accord, maintenant et le bannie, but était de l'amener à piocher tout son deck. piocher tout son deck. Ouais. J'ai gagné quand même 2 sur 10, je crois, 2 duels sur 10. Ok. Bon, parce que c'était pas du tout un deck méta, tu vois, Bien c'était un sûr. deck totalement récréatif. Mais eux, ils voyaient ça, ils disaient « Qui joue ça? Pourquoi tu joues ça ?» Et je l'ai défoncé, il a compris pourquoi je le jouais. Ah, c'est marrant ça. Non, mais voilà. Non, sinon, je peux jamais trop fait de duel. De temps en temps, en boutique, tu vois, tu Ouais. fais des sneak preview quand t'avais des nouvelles extensions. Et c'est un truc qui te tenterait par la suite ou t'es vraiment que collection? Disons que c'est pas la même approche du jeu parce que déjà c'est un budget en plus parce que si tu veux être compétitif, tu dois avoir les cartes compétitives du moment. Ouais, tu dois aller qui ont un chercher des certain prix. cartes. Je dis pas que ça c'est pas un budget non plus, hein, tu vois, la collection forcément Bien c'est un sûr. budget, mais du coup les deux ensemble c'est un double budget. Et sur les nouveaux types d'invocations, invocation X6, enfin X6 t'as connu un petit peu, mais invocation pendule, les invocations liens maintenant qui arrivent, qu'est-ce qui t'intéresse le plus niveau mécanique Je pense honnêtement que le lien ça va tout révolutionner. Ouais. Ça va juste tout changer. Donc ça va être vachement intéressant et surtout ça va amener ce concept qui existait avant, c'est le système de cases. Ouais. Tu vois, tu vas rechercher des cartes que personne jouait avant parce qu'elles sont nulles. Et là, pour le coup, elles deviennent limite cheatées, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui est génial, c'est essayer de réfléchir à une compo de deck. Et maintenant, des cartes, t'en as des milliers, tu vois. Bien sûr. Pour te souvenir des effets de cartes qui peuvent être utiles, c'est génial. Ouais, c'est super intéressant. Un travail de deck building comme ça peut être drôle. C'est ça. Tu nous as présenté ta collection, mais dans tout ça, est-ce que tu as une carte vraiment qui te tient à cœur, ta carte préférée? Est-ce que tu connais le chasseur mécanique? De nom, ça me dit rien. Après, en voyant l'image, peut-être. Alors, le chasseur mécanique, c'est 7 cartes. Ok, chasseur mécanique. Eh ben écoute, ça ne me dit rien. Écoute, en fait, je t'explique. C'est Ouais. ma carte préférée parce que, tu vois, c'est une ultra rare qui fait partie de l'extension TP1. C'est Tournament Pack 1. Ok. En fait, c'est les tout premiers, en France en tout cas, paquets de tournois que tu pouvais gagner quand tu faisais tes tournois en boutique. Ouais. Je crois que ça doit dater de 2002-2003. Et en fait, je te dis, j'ai jamais fait de vrais tournois machin. C'est pas Ouais. vrai. J'ai fait une fois un tournoi en boutique. Ouais. J'ai eu un booster. J'ai eu 7 cartes. Qui est super rare. et- Celle-là, maintenant, c'est Ok. introuvable. Donc c'est plus ouais, par nostalgie et parce qu'elle te rappelle des souvenirs Exactement. que c'est ta préférée. Ouais, parce qu'au final, bon. En soi, elle est Bah, pas. à l'époque, elle avait quand même beaucoup d'attaques, tu vois, 1850. Ouais, 1850, à l'époque, c'est pas mal. c'était sympa pour 4 étoiles. Mais non, mais c'est surtout le premier truc que je gagne dans ma vie de Yugi. Tu l'ouvres et c'est la carte la plus rare de l'extension. Ouais, ça fait plaisir. Bah ouais, carrément. Et ben en tout cas, merci à toi d'avoir répondu à l'invitation. Merci. En tout cas, je pense que tous les fans de Yu-Gi-Oh qui regardent cette émission, il faut aller voir sa chaîne pour voir la présentation des toutes premières cartes finalement. Les premières cartes, en plus elles étaient en français. Ouais, Ouais. les donc, premières cartes en français. Ouais. donc Je ça, présenterai peut-être des cartes, les toutes premières cartes en japonais aussi. c'est- J'en ai quelques-unes. C'est intéressant ça aussi. Ouais. Peut-être voir les différences. Exactement, J'imagine qu'il y en a. Et ben en tout cas, merci à toi. Et puis on va suivre un petit peu toutes les différentes vidéos que tu vas faire sur Yu-Gi-Oh! Ouais, Et puis bonne chance justement pour cette deuxième chaîne que tu vas merci lancer. beaucoup. Et puis, Puis je repasserai au plaisir. eh ben ok, Voilà. avec plaisir. Et maintenant, on va répondre avec Jacques-Yves à une question que vous nous avez posée dans les commentaires. Dernière partie de cette émission, on va répondre à une question que vous nous avez posée dans les commentaires. Et c'est une question d'Artaneus qui nous demande quel type de decks ont été joués au championnat d'Europe. Alors au championnat d'Europe, moi pour avoir vu un petit peu les cartes qui étaient jouées sur les tables, dans tout le top 8, on trouvera les Zodiacs, Ok, bien sûr, qu'on avait vu sortir avec Tempête de Rage. bien sûr. Voilà. Donc ça, comme je l'avais dit, c'était quelque chose d'attendu pour les joueurs compétitifs. Et ça n'a pas démenti, ça a été joué, ça a gagné le championnat. Voilà. Très bien. C'est un archétype assez fort. Après, on a retrouvé un autre archétype énormément représenté, c'était les véritables Dracos et les rois véritables D'accord. qu'on a découvert avec la crise maximale, Oui, donc c'est très récent ça. qui ont été énormément joués par leur facilité de s'invoquer justement en sacrifiant nos magies pièges. On a le deck magicien, Ouais. le fameux deck magicien qui a été complété via évolution des pendules. Voilà, ce deck-là a été pas mal joué aussi de la part des joueurs. Ok. On a retrouvé également le deck Dino. Ouais. Ok. On avait pu voir présenter aussi voilà, le fameux deck de structure
qui a été réaménagé. Il y avait plusieurs variantes, hein, évidemment, entre ces decks, parce que certains jouaient des mélanges entre justement les Dracos et les Zodiacs, des mélanges entre les Zodiacs et les Dinos, des mélanges entre les Dracos et les Dinos, pour accélérer les invocations et avoir un terrain très très fort pour combattre son adversaire. Et ben voilà, Artaneus, tu as ta réponse sur les types de decks qui ont été joués au championnat d'Europe. Et voilà, c'est maintenant la fin de ce dernier épisode du Yu-Gi Show pour cette saison. C'était super d'avoir été accompagné pour toutes ces émissions par Jacques-Yves, notre expert. Merci à toi. Merci à toi, hein. On a essayé de faire de notre mieux pour nos spectateurs. Et je pense que les spectateurs t'ont justement beaucoup apprécié dans ton expertise au niveau des cartes et ta précision. Et c'était super cool en tout cas d'apprendre avec toi pendant ces 7 émissions. Et puis on était également pour cette émission avec Doc7 qui nous a un peu montré sa collection, qui nous a parlé de sa passion pour Yu-Gi-Oh! C'était super cool de faire ta rencontre. Bah pareil, super, merci de m'avoir invité. Et ben pas de souci, et n'oubliez pas, n'hésitez pas à aller voir justement le contenu qu'il a produit sur Yu-Gi-Oh! Si vous voulez découvrir justement les cartes qu'il a. J'imagine que vous avez vu, mais sur la chaîne est sorti un tuto sur les invocations liens. C'est un duel entre Jacques-Yves et moi, si vous voulez voir qui a gagné. Eh bien, n'hésitez pas à cliquer juste ici pour voir cette vidéo. Merci à tous de nous avoir suivis pendant ces 7 émissions. C'était un plaisir d'animer ça en compagnie de Jacques-Yves et de tous les invités qui étaient là sur chaque émission. Et en tout cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et surtout, restez comme vous êtes car vous êtes super. Bye tout le monde!